Donc Pierrick Marissal, tout à ma droite là-bas, journaliste à la rubrique Capital Travail de l'Humanité, notamment spécialiste des questions autour du numérique et des implications sur l'humanité, on va dire travail. ça, sur le travail. C'est déjà beaucoup. Voilà. Et Pierre-Étienne Marx. Et donc on fera pas de blagues sur ton nom. Je pense que tu les as déjà tout entendus. T'as le droit. J'ai le droit. J'ai même un souvenir que tu t'es fait acclamer à la fête de l'humain. Ouais, c'est vrai. C'était pas cette année, l'année d'avant. C'était ça. Bon, bienvenue à toi. Tu es au STJV, au syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo. Et on est ensemble pendant une bonne heure. Quelle heure il est? Ouais, c'est ça, une grosse heure. Pour parler de la crise dans le jeu vidéo. Voilà, je te passe la main, Pierrick. Ouais, c'est ça. En fait, on peut dire qu'il y a une crise un peu à la fois économique et sociale. Après, il y a des interprétations super différentes. Parce qu'il y a beaucoup de... On peut dire que dès 2024, il y a déjà eu 15 000 licenciements dans l'industrie. Ça continue encore cette année. Il y en a déjà eu 1200, je crois, dans les 2 premiers mois. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis le Covid, un moment où il y a eu quand même beaucoup d'argent qui sont rentrés, les chiffres d'affaires n'ont jamais été aussi élevés dans l'industrie. Il faut rappeler aussi d'ailleurs que c'est la première industrie culturelle, économiquement, le jeu vidéo maintenant. Et il n'y a jamais eu autant d'argent et d'un seul coup, on a du mal à comprendre pourquoi cette crise, pourquoi il y a autant de licenciements, pourquoi il y a des fermetures de studios, etc. Donc je te propose qu'on commence un peu par là, commencer un peu le côté macro avant de rentrer dans les exemples français, quoi. Ouais, tu as raison de rappeler tout ce contexte. On peut même parler de 2023 où il y avait eu plus de 10 ou 12 000 licenciements aussi. Donc c'est énorme. Pour donner une idée, l'industrie du jeu vidéo française, c'est 10 à 12 000 personnes. Donc là, en 2 ans, on a viré 2 fois toute l'industrie du jeu vidéo français, mondialement, bien sûr. Donc là, tu vas me dire, bon, c'est une crise sociale, ça c'est clair. Il y a des gens qui perdent leur job à gauche, à droite et qui ne retrouvent plus... On voit beaucoup de gens maintenant, depuis 6 mois à peu près aux US, qui commencent à dire ça fait 1 an que je suis au chômage, je ne sais pas quoi faire, je ne trouve pas de job. Tous les studios resserrent à mort les recrutements, etc. Donc voilà, là tu dis, là on est en plein dedans. Crise économique, point d'interrogation. Quand nos dirigeants de studios nous parlent, c'est la crise, rien ne va plus, il faut faire des économies, enfin voilà. Par contre, pour les actionnaire, on nous dit quand même qu'il y a des profits qui sont faits, quoi. Enfin, l'année dernière, Ubisoft fait 400 millions de profits. Et on nous dit, c'est bien, on est sur un plan d'économie, il faut continuer. Et là, on nous dit, le plan d'économie, il faut aller encore plus loin. On a atteint les objectifs, continuons à économiser. Tu dis, ouais, d'accord, mais à un moment, on s'arrête quand? Enfin, quand est-ce qu'on commence à faire de l'argent dans cette boîte? Elle fait de l'argent, c'est là, tu parles de 400 millions de profits. L'année dernière, c'est 400 millions de profits. Ouais. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est que sur une année, ce qui est compliqué dans le jeu vidéo, c'est que prendre année par année, c'est compliqué. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, aujourd'hui encore, c'est quand même très ce qu'on appelle hit-driven. C'est-à-dire que tu sors Assassin's Creed sur une année, ça fait beaucoup d'argent. Tu sors Assassin's Creed, tu as un problème, tu dois le décaler, tu le décales sur l'année fiscale suivante. Ton année précédente où tu avais prévu de sortir Assassin's Creed, elle a une sale gueule. Parce qu'évidemment, tes coûts, ils sont similaires. Chez nous, les coûts, c'est des salaires, donc c'est quand même assez stable. Il n'y a pas beaucoup de haut et de bas. Par contre, effectivement, ton revenu, il vient de se décaler d'1 an. Et ça prend combien d'années à développer un Assassin's Creed? Assassin's Creed, alors ça dépend. L'actuel, il a pris un petit peu de temps. Un gros jeu AAA de manière générale, aujourd'hui, ça prend 4 à 5 ans, facilement. Ouais. Un AAA, c'est un blockbuster dans le jeu vidéo. C'est ça. C'est notre équivalent. Assassin's Creed Shadow, d'ailleurs, qui sort bientôt, là, en fin mars, c'est ça? Fin mars, ou plutôt pour les gens qui ont trouvé des disques tombés du camion, visiblement. Ah ouais? Il y a déjà des gens qui ont commencé à y jouer? Ouais. C'était drôle. Il y a des gens qui ont rentré des bugs en disant je viens d'acheter ce jeu, fixez ce bug. Il sort dans 1 mois, donc tu vas te calmer. Parce qu'on l'a pas précisé, donc tu es au STJV, mais tu fais aussi partie d'Ubisoft. Tout à fait. Je travaille au studio de Paris d'Ubisoft. Peut-être, je sais pas si c'était une question prévue, Pierrick, mais peut-être que tu peux nous parler de ton métier, parce que c'est souvent des métiers un petit peu... les gens ont du mal à savoir vraiment ce que c'est de travailler dans le jeu vidéo. Peut-être que tu peux nous expliquer ça?
Ouais, alors en plus, ce qui est dur dans le jeu vidéo, si tu veux, c'est que des métiers, il y en a des milliers. Bah oui. C'est un peu comme le cinéma, comme c'est audiovisuel, ça touche à toutes les compétences que tu peux imaginer, que ce soit sur l'image, le son. En plus, on a de la programmation que le cinéma n'a pas et qui est ultra importante parce qu'on fait pas un jeu sans. La programmation, peut-être tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas dans le chat. On programme les gens qui font de la programmation, ils programment des logiciels, quels qu'ils soient. Et dans le jeu vidéo, évidemment, il y a l'aspect logiciel, donc il y a des gens qui doivent faire tourner la boîte. Et au sein même de la programmation, en fait, dans le jeu vidéo, tu as beaucoup de spécificités parce que tu as les programmeurs moteurs qui sont là pour faire en sorte que le moteur, ça propulse la voiture. Donc c'est ce qui fait bouger le jeu, c'est ce qui fait que tes personnages ils vont pouvoir bouger dans ton jeu, qu'ils vont pas passer à travers un mur ou un sol, ce genre de choses. C'est aussi la base ensuite sur laquelle tu vas construire tes mécaniques de jeu. Et là aussi, c'est encore une spécificité du jeu vidéo. Donc voilà, on a des milliers de métiers. Moi, je suis directeur technique narration, qui est un métier zèbre parmi les métiers zèbres du jeu vidéo. Mais en gros, je m'occupe des outils dont on se sert dans les équipes qui font de la narration dans le jeu pour faire en sorte qu'ils puissent travailler dans le jeu, qu'ils puissent rajouter leur contenu, que ça se marche bien, voilà, qu'ils n'aient pas de soucis dans leur vie de tous les jours. Très bien, merci pour cette précision. Ok. Ouais, et, du coup, je reprends un peu sur le côté crise économique. Est-ce que souvent, alors qu'on lit notamment les Échos ou le FIG, qui ont fait plusieurs papiers sur la crise économique dans le jeu vidéo, ils pointent le Covid comme responsable. Ce qui était bizarre parce qu'on se disait, le Covid... on n'a jamais vendu autant de jeux que pendant le Covid, donc c'est censé être l'inverse, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un rééquilibrage ou est-ce que c'est un problème d'anticipation chez les directions? Nous, on voit un problème d'anticipation clair, c'est-à-dire qu'effectivement, le Covid, je peux raconter comment ça s'est passé chez Ubisoft, c'est assez similaire chez pas mal d'autres entreprises. D'abord, il y a les confinements qui arrivent. Et là, il y a nos dirigeants, et en même temps, qui nous disent on va être très circonspect, etc. Chez Ubisoft, on avait même décalé le process d'augmentation parce que vous comprenez, on ne sait pas, peut-être que ça va être compliqué, etc. Évidemment, 3 mois après, on voit tous que le temps de jeu explose, le nombre de ventes explose, enfin voilà, parce que de toute façon, tout le monde est chez lui. Tu vas plus au cinéma, tu vas plus au théâtre, tu vas plus au sport, tu fais plus rien. Donc, qu'est-ce qui te reste à part des jeux vidéo à faire chez toi? Donc, c'était quand même difficile de nous dire les augmentations, ça va être compliqué cette année, alors qu'on voyait déjà que ça commençait à décoller. Et effectivement, tu as une période Covid sur 2020-2021 qui est exceptionnelle. Il y a des revenus exceptionnels partout. Là où, effectivement, ce qui est absurde, c'est qui s'est dit que ça allait durer. On a bien compris qu'à un moment, les gouvernements n'allaient pas nous garder confinés tout le temps, à tort ou à raison. Et aux États-Unis, c'est arrivé plus vite qu'ailleurs, mais voilà. Et ce qui est sûr, c'est que derrière, on savait bien qu'il allait avoir effectivement ce réajustement, ce retour à la normale ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, en fait, on est embauché, c'est ça, pendant la période? Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on est sur un retour sur une trajectoire de croissance qui, en gros, revient à celle qu'on avait avant. Donc, on a juste eu une bulle dont on aurait dû profiter. Mais la façon dont ça a été interprété, c'était « Ok, on va faire rentrer un tas de capitaux de gens qui ont beaucoup de thunes et qui ne savent pas où l'investir et qui voient jeux vidéo, 15%, 20% de renta, let's go, je mets tout mon argent dedans. » Ces gens-là, il faut leur vendre du rêve parce que si tu leur dis juste « Non, mais moi, je profite de la bulle et puis après, je reviens à mon rythme normal », ils ne veulent pas entendre ça. Donc tu dis « Ok, pas de souci. Bien sûr, je fais plus de projets, j'augmente ma capacité, je double ma taille ou je ne sais quoi. » Et effectivement, derrière, tu te retrouves à dire oui, mais en fait, une équipe de jeux vidéo, c'est pas 150 abrutis que tu jettes dans un studio en disant faites-moi un jeu en 2 ans, s'il vous plaît, quoi. C'est ça, c'est important parce que du coup, il y a des nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Par exemple, je crois que chez Ubi, il y a Natixis, il y a des grosses machines, des fonds de pension, des Vanguard, etc., qui sont arrivés dans le secteur et qui sont pas forcément non plus, qui ont vu des chiffres de rentabilité qui les séduisaient et puis qui sont pas non plus habitués au cycle de production du jeu vidéo. Donc ils savaient pas, qu'il n'y avait pas dans l'idée que mais un nouveau projet qu'on lance maintenant, peut-être qu'on le sortira dans 4 ans.
Et donc ça, c'est aussi, on peut arriver comme ça là-dessus, chez les crises qu'il y a eu chez Spiders notamment récemment, c'est-à-dire qu'ils ont doublé le nombre de lignes de production, notamment pour satisfaire leurs nouveaux actionnaires. Ouais, donc Spiders, studio français, qui a été racheté par Nakon, groupe français, Cocorico. Donc Nakon qui a racheté beaucoup de studios français, hein, c'était leur stratégie, on va dire. Kiloton, Cyanide. Voilà, c'était leur idée d'avoir leur écosystème, entre guillemets, sur place. Par contre, effectivement, il y a eu cette volonté de grossir. Donc, encore une fois, pourquoi pas, hein, que des entreprises veuillent s'étendre si elles marchent bien et qu'elles en ont les moyens et qu'elles trouvent des investisseurs, admettons. Mais là, il y a effectivement, en fait, on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, on va avancer petit à petit, on va solidifier nos process, parce que je pense que tu as dit un truc important, c'est ils ont doublé, ils sont passés de 1 à 2. Tu vois, et en fait ça a l'air de rien, mais en fait c'est super important, parce que passer de 1 à 2, c'est passer du mindset de tout le studio bosse sur un projet, tout le monde sait de quoi il parle, quand on se parle du projet, etc., à non, maintenant il y a 2 projets. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'en parler, etc., mais ça veut dire que tu peux pas forcément aller embêter machin pour t'aider, ou en tout cas il a ses propres obligations à côté, et que du coup voilà, un prog moteur par exemple, est-ce qu'il est 50%, du coup il est 50% de moins sur ton projet. Est-ce qu'il en faut un deuxième? Ça, c'est des questions pas faciles, et quand tu grossis, c'est des questions ultra stratégiques, parce qu'effectivement, si tu te plantes là-dessus, toute ta prod est en retard. Et ça, je dis ça, voilà, prog moteur, parce que c'est un truc assez récurrent, mais en fait, c'est sur plein de spécificités. Quand tu grossis, une des questions qui se pose souvent, c'est l'audio. Est-ce que tu as une équipe audio transverse, comme dans certains studios, ou est-ce que tu as une équipe audio par projet? Ça dépend de ta taille, ça dépend de ce que tu vises à faire. Est-ce que ton projet est ultra dépendant de l'audio? Tout ça, c'est des choses qui sont pas du tout évidentes et qui se décident pas comme ça. Hop, je signe un papier, j'ai mis 100 000 balles, allez, grossissez, quoi. Et je pense que là, on est vraiment dans le plein fouet de ça, dans le plein fouet de la financiarisation, d'avoir des gens qui arrivent avec beaucoup de moyens, mais avec des attentes de rentabilité complètement absurdes. Et dès que ça tousse, c'est des gens qui retirent leurs billes. Et ça, on le voit bien. Et donc, aujourd'hui, finalement, les dirigeants de boîtes de jeux vidéo, ils courent derrière cette approbation pour dire non, mais regardez, je suis un bon toutou, je réduis mes coûts. Tout à fait. Et après, ça, tu le vois dans d'autres boîtes dans le monde, hein. On peut penser à Microsoft, qui en fait a cette pratique-là de stack ranking, même s'ils n'ont pas le droit de dire le nom, où en début d'année, à chaque fois, ils virent les X% les moins bien notés. Juste comme ça, par principe, quoi. C'est-à-dire que tout le monde pourrait être excellent si tu fais partie de... T'as les 10% qui sautent, quoi. Tu sautes. Et ça, c'est un truc qu'ils font de long terme, parce qu'eux, ils sont bien sûr financiarisés depuis bien plus longtemps, et donc ils ont cette logique de faire plaisir aux actionnaires de cette façon-là, ce qui est complètement absurde. Et puis le cas peut-être un peu emblématique de ces dernières années, là, c'est Embracer peut-être, c'est une boîte suédoise qui avait racheté... qui a une fringale, qui a racheté plein de choses, je sais plus, une quarantaine de studios en fait sur la période, et qui attendait 2 milliards de dollars du fonds public d'investissement saoudien. Et puis ceux-ci, quand ils se sont aperçus que c'était pas aussi, que les promesses allaient pas être tenues, ils ont retiré leur bille, et du coup ils se sont retrouvés à virer 8000 personnes sur l'ensemble de leurs studios, à fermer des studios, à annuler une quinzaine de projets. C'était la cata, quoi. Embracer, pour moi, ce que ça représente, c'était une stratégie de blitzscaling, quoi. C'est-à-dire que tu arrives avec beaucoup de capitaux, tu achètes partout, tu t'endettes en disant non, mais t'inquiète. C'est ça, où c'est du Ponzi. C'est-à-dire que tu t'es endetté et tu dis non, mais je vais me désendetter avec l'argent que les mecs vont investir, en supposant qu'on va faire... j'espère que ça va se dérouler un jour, mais c'est en gros... Eux, ils ont acheté dans tous les sens pour dire regardez, on est gros, parce qu'on est gros, vous pouvez nous faire confiance. Donc il y a ce truc du ça a marché avec Patrick Drahi. Ça a marché avec pas mal de monde, hein. Non, mais voilà, c'est une stratégie qu'ils ont tentée. Effectivement, là où ils se sont plantés, c'est qu'ils sont allés voir un fonds souverain qui même s'il a énormément d'argent et n'hésite pas à l'investir, notamment chez nous. Je savais pas. On est en train de voir ça. Bon, peut-être. Mais bon, ils mettent de l'argent un peu partout. Enfin, c'est comme Tencent, etc. Ils mettent 5% ici et 5% là, parce que bon, ils mettent pour voir. Et en fait, c'est quand même un fonds souverain qui a fini par leur dire 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. J'aimerais bien que vous me rassuriez un peu.
Et sauf que le temps avait passé, on voyait bien que les projets lancés sous Embracer, ça galérait parce qu'il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de stratégie d'entreprise, il n'y avait pas de cohérence. Et qu'en gros, eux-mêmes, de toute façon, c'était des financiers, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et donc, ils n'avaient aucun répondant face aux gens dans les studios qui leur soulevaient des problèmes en mode bah, oui, mais là, ce que vous exigez, ce que vous voulez voir dans le jeu, c'est pas faisable, quoi. Ah ouais. Et ça donne quoi? Ça donne des studios qui ferment, des studios qui sont revendus comme on revendrait ces vieilles chaussettes, voilà, je ne sais pas quoi, et des gens sur le carreau, quoi. Ouais, tout à fait. Et un autre point, peut-être un autre point peut-être commun entre tout. Bah, alors on parle de choses de tailles différentes, hein, Mm. mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de direction à un moment bon, on l'a un peu évoqué avec le Covid où il s'agissait aussi de prévoir un peu les choses, mais est-ce que, enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué chez Ubi notamment, c'est le côté entreprise qui a grossi et puis ça nous a un peu échappé. On est resté comme une gestion d'entreprise familiale. Ils s'excusent beaucoup là-dessus, Ouais, ouais. la famille Guillemot. Et puis ils s'en excusent, mais ils le revendiquent à la fois. Ouais. C'est-à-dire C'est que une super multinationale avec 20 000 salariés. Et voilà. c'est pas une entreprise familiale. Moi, quand on me dit non, mais attendez, le dialogue social en France, vous savez, on apprend, c'est dur. Je dis en fait, bon, vous êtes une multinationale, vous faites des millions de profits, vous avez 20 000 employés dans le monde, vous allez vous 40 ans. payer un mec pour vous apprendre. 40 ans, Ancienneté. la boîte a 40 ans, donc en fait, vous allez vous payer un mec qui va vous expliquer quoi faire, et puis on va travailler correctement. Ça suffit en fait là. Ouais. Ça, c'est clair que c'est juste inaudible. Et Ouais. l'industrie du jeu vidéo, elle adore dire c'est une industrie jeune, etc. Parce que d'abord, ça fait plus cool que de dire oui, ça fait 50 ans que ça existe. Voilà, bon, en fait, voilà. Et puis parce que effectivement, c'est une excuse. Parce que du coup, eux, ils peuvent dire non, mais vous savez, on fait des erreurs de jeunesse, etc. Et vraiment, on l'entend encore. Là, récemment, il y a eu une réponse de la ministre de la Culture, dont je tairai le nom, à une question parlementaire, qui lui demandait en gros pourquoi est-ce qu'elle laissait la gabegie dans l'industrie du jeu vidéo se dérouler comme ça très rapidement. Et vraiment, dans sa réponse de mémoire, il y a quelque chose sur l'industrie n'est pas encore mature ou je sais pas quoi. On dit, 40 ans, il serait temps de passer son permis, quoi. Et puis, puis une ampleur. Enfin, on rappelle que c'est quand même la première industrie financièrement. Donc, à un moment, faut arrêter de faire n'importe quoi. Puis quand on brasse des milliards comme Ubi, on peut pas être une entreprise familiale d'un côté. Moi, je t'avoue que quand les experts à qui on a demandé une expertise financière ont demandé et qu'on leur a dit il n'y a pas de compta analytique, effectivement, ils ont un peu tiqué comme ça. Ils ont dit mais vous présentez quoi à vos actionnaires du coup, si je puis me permettre. Vous savez, sinon on fait le signalement à l'AMF tout de suite et on s'évite du temps, quoi. Donc il y a des blagues comme ça où tu dis bon, en fait vous l'avez et puis vous faites semblant d'être nul parce qu'il y a ça aussi, hein. Ouais. Il y a le côté paraître. Bon, inintéressant. Et puis après, il y a non, mais en fait, il y a des trucs où tu dis non, je creuse et effectivement, ils sont si nuls que ça. Pour moi, je pense que ça, c'est un peu symptomatique d'un truc, c'est que c'est un patronat qui est très dans l'entre-soi, qui a été extrêmement peu remis en cause dans toute la structuration de l'industrie, et donc qui a absolument pas l'habitude de devoir se justifier, qui a absolument pas l'habitude de devoir discuter. Et on le voit hein, dans tous nos échanges en instances représentatives du personnel ou que ce soit, vraiment, parfois, tu as l'impression que poser une question, remettre en cause et dire non mais ça je comprends pas, ça me paraît pas logique, c'est une insulte personnelle, quoi. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont avoir un haut le cœur quand tu leur dis ça, quoi. Il y a une espèce d'identification au patron dans cette industrie en France. Enfin, c'est-à-dire que, déjà, ils sont très organisés dès le début au sein du syndicat national du jeu vidéo, qui est pas du tout un syndicat, enfin, qui est un syndicat patronal. Oui. Donc, ça a été les premiers à s'organiser avant vous. Et est-ce que du coup il y a cette identification, j'ai l'impression qu'en France il y a cette identification forte de l'entreprise au patron. Alors il y a les Guillemot chez Ubi, mais chez Dontnod aussi il y a ça. Alors peut-être moins, chez Quantic Dream énormément. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui bloque? Parce que j'ai l'impression que c'est pas trop ça aux États-Unis, ou dans les autres studios. Ouais, alors disons que dans le jeu vidéo, tu as un peu deux choses. Tu as les patrons et puis tu as les créatifs.
C'est-à-dire que c'est un peu les deux pôles qui parfois peuvent prendre cette lumière-là et être écrasants en fait pour les autres. Donc on le voit souvent, hein, de toute façon, souvent les choses un peu agressives, les problèmes de harcèlement, etc., ça vient d'en haut, et donc ça vient des gens qui sont soit proches du patron, soit proches des créas, soit les deux. Donc nous en France, on a un petit peu des deux parce qu'on est chanceux. Je pense que en France, tu avais un peu ce côté où c'est une industrie qui est un peu, on va dire, moyenne en taille pour le jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est pas les États-Unis, c'est pas le Japon, c'est pas la Chine, c'est pas un truc où tu as vraiment des centaines de milliers de gens employés, c'est pas l'industrie numéro un du pays, enfin voilà, c'est pas non plus ça. Mais c'est pas non plus une petite industrie comme dans beaucoup d'autres pays où en fait tu as vraiment un maillage de petits studios et t'as pas des gros établissements. Tu vois, Ubisoft en France c'est quand même 4000 personnes aujourd'hui, donc c'est quand même gros et ça structure les choses. Quand tu es structuré comme ça, bon, les créatifs ils finissent un peu par se faire bouffer, ça c'est un peu tout le souci qu'on a chez Ubisoft, et les patrons prennent un peu la proéminence. Je pense qu'en France, effectivement, on a cette logique où des patrons se sont un peu imposés comme Dieu le Père, parce qu'ils avaient les capitaux, parce qu'ils avaient les relations aussi, hein. On sait bien qu'en France, avoir des relations politiques, c'est utile. Et le SNJV, c'est un lobby qui leur sert principalement à aller réclamer des aides. Ok. Je me permets juste de vous interrompre, c'est une question que je trouve intéressante dans le chat qui ne concerne pas complètement ce dont vous étiez en train de parler. Comment les équipes voient les attaques réactionnaires envers le prochain Assassin's Creed et envers l'industrie plus globalement? C'est un gros sujet. Nous, on a des camarades qui se sont déjà fait alpaguer là-dessus. On a des gens dans les studios qui ont connu des vagues de harcèlement en ligne. Et c'est un sujet qu'on porte très très fort auprès des directions en disant, en fait, là, vous avez une responsabilité de protéger les gens, hein. La responsabilité de l'employeur, c'est de tout mettre en œuvre pour protéger la santé physique et mentale des employés. Et là, on est en plein dedans. Surtout quand ils les exposent parce qu'ils les envoient à donner des interviews pour promouvoir le jeu, ce genre de choses. Voilà, faut un peu assumer. Donc là-dessus, c'est un sujet qui est ultra important. Je pense que les gens, en fait, il y a deux choses. C'est que Assassin's Creed et Ubisoft en général, Ubisoft, on commence à avoir l'habitude en fait du entre guillemets Ubi-bashing. On sait bien que la boîte a donné 1000 raisons de taper dessus, et donc c'est facile. Et on le voit bien, en fait, Ubisoft peut faire n'importe quoi. Il y aura tout de suite des petits shots qui partiront parce que c'est simple, parce que c'est voilà, ça part tout seul. Tout le monde approuve parce que de toute façon, qui va défendre Ubisoft, etc. Donc ça, c'est épuisant, hein. Franchement, quand tu lis ça à longueur de journée, moi je dis au bout d'un moment, tu vois, je dis aux gens, mais arrêtez de lire les commentaires, en fait, parce que de toute façon, vous savez que ça va être négatif, vous savez que ça va vous énerver, vous savez que vous allez dire, je suis à moitié d'accord, je suis à moitié pas d'accord, et vous avez passé 15 ans à gamberger dessus. À quoi ça sert? C'est pas, enfin, vous n'êtes pas là pour avoir un débat en ligne, quoi. Après, plus précisément, évidemment, on sait que derrière tout ça, indépendamment du contexte d'Ubisoft qui, entre guillemets, a donné le bâton pour se faire battre, il y a aussi un truc qui est, il y a tout un tas de reprises par les réacs, par des fascistes, en fait, qui se servent de ça pour, on va dire, comme porte-voix, enfin voilà, comme petite estrade, voilà. Et ça, c'est des gens où, effectivement, eux, dans l'absolu, ils viennent juste prendre leur moment de gloire, et le sujet les intéresse peu. Donc, ça complexifie parce qu'effectivement, tu dis, ces gens-là, c'est même pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher qu'ils nous tapent dessus. De toute façon, ils vont le faire. Et nous, on le voit, dès qu'il y a une photo d'un drapeau LGBT, machin, c'est tout de suite, oh là là, le wokisme, machin. Tout ça, c'est un virus de cerveau, quoi. Enfin, c'est des gens qui ont rien compris. Sur Assassin's Creed Shadows en particulier, je pense qu'il est intéressant, en fait, c'est que, bizarrement, et planifié par personne, le fait qu'on l'ait décalé autant fait que la vague est passée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en gros, quand il y a eu le reveal, quand on a commencé à montrer le jeu, etc., là, il y a évidemment eu tous les abrutis qui sont sortis avec des arguments nuls. Voilà, des gens qui tout d'un coup se préoccupent des hommes japonais alors qu'ils n'en ont jamais rien eu à faire de leur vie avant ça. Hein, parce que voilà, c'est un peu toujours pareil. Hein, c'est comme les gens qui pleurent sur le point médian alors qu'ils n'ont jamais rien eu à foutre d'être dyslexiques. C'est ce qui ne veut pas dire que c'est pas important de s'en occuper, mais voilà. Ensuite, ça reste. Il y a aussi ce côté un peu, c'est un truc très auto-entretenu.
C'est-à-dire que souvent, tu sais, ils se reprennent les uns les autres, etc. Donc pendant 1 à 2 mois, globalement, tu ne peux pas exister. C'est 10 abrutis qui se reprennent en boucle et qui s'auto-amplifient. Et en fait, comme on a décalé, finalement, ces gens-là, les chiens ont fini d'aboyer, ils sont passés à leur nouvel os à ronger. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, quand je regarde un peu la com sur Assassin's Creed en ligne, etc., c'est beaucoup moins vicié. Alors voilà, je ne dis pas qu'il faut qu'on décale tous nos jeux de 6 mois à chaque fois, mais bizarrement, ça a peut-être joué en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand les gens parlent du jeu, ils en parlent sur ses mérites, ils en parlent sur les gens qui ont joué au crack, au CD qu'ils ont trouvé je ne sais où, plutôt que sur oh là là, t'as vu le dernier outrage, machin truc. Voilà. Moi, je rebondis sur la question parce que c'est aussi un point entre les conditions de travail et l'œuvre collective qui est sortie finalement. C'est comment vous faites la part dans le jeu vidéo entre le fait de, voilà, vous passez 4 ans, 5 ans à développer un jeu, à travailler sur un jeu collectivement, etc., avec parfois des décisions, alors ça on l'a vu aussi chez Ubisoft, des décisions de la direction contre ce que vous aviez décidé. Par exemple, le pire, c'était rajouter des NFT, Oui. des loot box ou je sais pas quoi dans les jeux qui n'étaient pas prévus. Comment vous faites un peu cette dichotomie, quoi, entre le moment où vous proposez une œuvre collective qui vous tient à cœur, vous avez passé des années dessus, et puis vous voyez qu'à un moment où vos conditions de travail ou des décisions qui sont prises s'abordent un peu ça, et puis après il y a le rendu, quoi, la réception du jeu. Vas-y, dis le mot métier passion, voilà, comme ça. Non, mais, je plaisante. Non, mais, On en viendra après. voilà. Non, mais c'est un métier passion. Ouais. C'est nous ce qu'on dit, c'est le piège du métier passion, c'est-à-dire c'est cool, tu bosses sur ta passion, tu trouves ça génial, tu t'amuses, etc. Et puis arrive le moment où en fait c'est la réalité du métier, c'est la réalité de l'entreprise, de sa hiérarchie, où malheureusement tu peux pas aller au fond de ta passion si tu es dans cette structure-là. Pour moi, à titre perso, il faut arriver à dissocier de ça et de se dire, je vais faire du bon boulot, je vais essayer de produire quelque chose d'intéressant, de valable pour les gens, voilà, qui va leur apporter quelque chose qui va leur apporter du plaisir, où ils vont se dire, c'est cool, ils ont bien fait ce truc-là. Donc je cherche plutôt de la satisfaction dans la qualité de ce que moi je produis, en me disant, bien sûr, je sais que le produit global, sa qualité, elle dépend de la cohérence. Et la cohérence, elle dépend du fait qu'on laisse les gens bosser correctement et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui change d'avis parce que son fils a testé le jeu et qu'il lui a dit que c'était moche. Et ça c'est compliqué. Mais ça, voilà, tu bosses dans une grosse boîte, pour moi, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter à jamais, mais il faut l'accepter tel quel aujourd'hui, de dire, je ne peux pas mettre trop de moi là-dedans parce que sinon, en fait, justement, je vais péter un câble. Parce que c'est sûr, enfin les NFT, personnellement, pendant 1 an, j'ai buglé contre à chaque fois qu'on nous faisait une présentation. J'ai eu droit à une présentation entre 4 yeux avec le VP of Blockchain du groupe, s'il vous plaît, qui m'a expliqué pourquoi c'était bien et ça allait faire plaisir aux joueurs. Et j'ai pas été très convaincu, hein, comme on peut l'entendre à mon ton. Et à la fin, j'ai quand même dû aider à les implémenter dans le jeu. Donc après, là-dessus, pour moi, c'est toujours pareil. C'est d'accord, mais en fait, à un moment, c'est un ordre. C'est mon job, c'est comme ça. Moi, je trouve ça stupide. J'ai eu raison, voilà. Évidemment, j'ai eu raison, donc j'avais raison avant. Mais en gros, c'est juste, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Alors, c'est sûr que c'est pas le truc sur lequel j'ai mis le plus d'efforts. Hein. J'ai fait ce qu'il fallait et comme on m'a demandé, quoi. C'est marrant, ça me fait penser, on avait reçu 2 de tes camarades en octobre, au moment on y reviendra, mais sur la grève d'Ubisoft sur le télétravail. Et donc c'est Marc Rutschlet de Solidaire et Vincent Cambedouzou du STJV, et qui il disait en fait sur la vingtaine de jeux sur lesquels ils ont bossé, en fait il y en a 2 ou 3 où ils sont vraiment très fiers d'avoir participé à cette production, mais que sinon en fait effectivement des conditions de travail, des décisions qui ont été prises, enfin voilà, ça, pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur il faut se concentrer sur ton travail et essayer de pas en faire non plus toute une histoire. Ouais, et ça, c'est assez symptomatique, hein, c'est assez Oui, présent chez j'imagine tout que le monde. c'est ouais. Et même eux, ils ont de la chance parce qu'ils ont démarré plus tôt que moi dans l'industrie. Et donc, ils ont bossé dans des boîtes et dans une époque où on faisait des jeux peut-être un peu plus vite pour Ouais. un tas de raisons, hein, parce que les attentes de graphisme n'étaient pas les mêmes, parce que le marché n'était pas le même. Enfin, voilà, je rentre pas dans le détail, ce serait toute une dissertation. Mais
Moi aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait plus de 7 ans que je suis dans l'industrie. On a sorti un jeu sur lequel j'ai bossé. Et j'en suis pas super fier. Donc, dommage. Ouais, c'est un peu le dernier argument pointé dans la crise générale du jeu vidéo, c'est l'inflation des coûts de production. Et est-ce que effectivement mettre, parce que il y a des jeux qui, alors je sais pas, par exemple le prochain GTA, on n'a pas non plus encore les chiffres, mais je suppose que ça, on va pouvoir dépasser le milliard, je pense, avec entre le temps de développement et les frais de marketing, qui sont d'ailleurs bizarrement toujours à peu près la moitié des budgets des jeux vidéo. Enfin, c'est quand même assez dingo quand même. Call of Duty, là, celui qui est sorti cette année, c'est 700 millions. Ouais, voilà. Ouais, il faut en vendre quoi, pour que ce soit rentable. Et puis en plus, il y a une espèce de pression parce que un jeu comme ça, quand ça marche, quand on en vend 20, 40 millions, ça marche très fort. Mais par contre. C'est ça. Alors en fait, il y a une espèce de course en avant, mais qui est longue, hein, parce que fut un temps, AAA, c'était quand tu avais 2 chiffres devant tes millions. Donc c'était à partir de 10 millions. Aujourd'hui, on commence à dire AAA, franchement, en dessous de 100 millions, est-ce que tu es vraiment un AAA quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu une inflation de ces coûts-là pour un tas de raisons. Hein. Il y a l'inflation de tout, on va dire, mais il y a aussi il y a les attentes du public, mais il y a aussi les logiques des boîtes qui ont de plus en plus poussé à dire on grossit les projets. On y met de tout, c'est des jeux pour tout le monde, donc il faut tout mettre, il faut que dans le jeu tu puisses tout faire, il faut que tu puisses parler à des gens, cueillir des fleurs, tirer sur des gens, faire des triples saltos arrière, je sais pas moi, faire du lockpicking. Décorer ta cuisine. Voilà, pourquoi pas après tout. Et le truc c'est que c'est toujours pareil, tu vois, quand tu fais ça, tu écris ça sur un papier, tu dis ouais pourquoi pas, c'est cool. Et puis il y a un moment où tu dis d'accord, mais en fait le temps de travail qu'on a, le temps de développement, on le met où? À quel moment est-ce qu'on est capable de tenir ça et que ce soit pas complètement fou furieux quoi? Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que chez Ubi aussi, il y a cette inflation des projets. Et alors il y a quelqu'un qui en parlait dans le chat plus haut sur le dernier Prince of Persia. Attends, je te retrouve la question. Démantelé, là. Le démantèlement du studio derrière Prince of Persia Lost Crown pour placer les devs ailleurs, ça montre bien qu'ils ne comprennent pas l'importance d'une bonne synergie dans un studio. Alors c'est pas le studio, pour être tout à fait précis, c'est l'équipe, mais tout à fait. Même idée. Et c'est ce qui est arrivé aussi chez les devs de Hi-Fi Rush. Et c'est pareil, c'est des jeux de moindre ampleur, mais qui se sont bien vendus, qui ont une super réception critique. Et pourquoi pourquoi ces jeux-là, ces équipes-là qui savent faire des jeux comme ça, disparaissent au profit de jeux il y a plusieurs choses. Il y a le fait que nos dirigeants, ils savent pas ce qu'ils font, ils reconnaissent pas la valeur de ce qu'on produit, et donc ils sont incapables en fait de voir la valeur d'une équipe rodée, d'une équipe qui a fait des choses ensemble, qui a des bases communes, qui a développé des process, qui en fait a trouvé des choses, a fait des erreurs ensemble et pour aller surmonter. Ça c'est une première chose, c'est clair. La deuxième chose, c'est ils n'ont pas forcément de conscience qu'en fait le jeu vidéo c'est itératif et que donc souvent tu dois aller développer des choses pour ensuite aller plus loin, faire des choses un peu plus intéressantes avec cette base, etc. Et donc l'équipe de The Lost Crown, ils auraient été chauds pour en faire un deuxième, que ce soit un Prince of Persia ou une autre licence ou quelque chose comme ça, mais en tout cas de construire sur ce qu'ils avaient. Mais non, en fait, comme le jeu, c'est pas un super succès et qu'il fait pas des millions et des millions, et ben hop, on vous remet à travailler dans la fournaise. Je tairai le nom du projet qui existe depuis plus de 15 ans. Beyond Good in Evil 2, moi je peux le dire. Voilà. Moi aussi. Hein. Mais donc, ce qui est dur après, c'est effectivement, c'est pas pour dire que Prince of Persia, c'est le truc qui rapporte le plus de thunes chez Ubisoft. Hein. Ce qui rapporte chez Ubisoft, c'est Rainbow Six Siege, un certain nombre de millions par an, et Assassin's Creed, quand on en sort un, qui fait pas mal d'argent. C'est clair que quand tu sors de ces deux mastodontes-là, tout de suite déjà, t'es pas dans la même cour. Donc forcément, quand tu mets tout le monde à ce niveau-là d'attente, personne ne les remplit. Ça, c'est le premier truc. Prince of Persia, c'est un jeu qui est un peu niche. C'est un jeu qui, enfin voilà, hein, les Metroidvania, les gros Metroidvania, ils vendent 3-4 millions, je crois. Je crois que Metroid Dread, il me semble qu'il a vendu 3 ou 4 millions d'exemplaires. Et Metroid Dread, c'est un jeu Nintendo, enfin pas fait par Nintendo, mais publié par Nintendo, sur console Nintendo, sur la console la plus vendue, si ce n'est de l'histoire, du moins du moment. Je
me rappelle plus si elle a dépassé La Wii. La Wii. Ouais, mais en tout Ouais, cas, elle dans est pas ces loin, eaux-là, hein. enfin, plusieurs centaines de millions d'installés. Avec une licence attendue, voilà. Donc bon, c'est quand même, tu te dis bon, si je fais ça, c'est cool, quoi. Mais quand tu budgètes le jeu et que tu es déjà en fait à te dire il faut que j'atteigne ce niveau-là de vente, tu te dis bah en fait bon, le jeu il remplira jamais. Et les attentes envers les jeux, c'est un truc omniprésent dans l'industrie. Square Enix par exemple, donc qui est une boîte japonaise, a énormément saigné ses studios occidentaux pendant très longtemps avant de les fermer ou de les vendre, parce que en fait ils avaient toujours des attentes complètement irréalistes. Ils avaient un Tomb Raider et ils disaient ok, Tomb Raider ça va vendre je sais pas 20 millions d'unités. Alors ils n'avaient jamais vendu 20 millions d'unités sur aucun Tomb Raider à part peut-être le 1, voilà, à l'époque de Mathusalem. Donc tu dis mais en fait le problème c'est pas le jeu. Le problème c'est si vous n'êtes pas capable de me dire le budget raisonnable vis-à-vis d'attentes raisonnables de marché, comment on fait? Si tout de suite votre attente de marché c'est oui, mais si jamais c'est un énorme succès, alors je rentre dans mes frais, bah en fait oui, on est en train d'aller dans le mur. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on se dit qu'on a fait le tour du côté un peu macroéconomique et puis on passe la vidéo et puis on rentre un peu dans les conditions de travail? Allez, je passe la vidéo tout de suite. C'est parti. Allez. On vient d'apprendre qu'à Paris, on est 550 B dont on parlait tout à l'heure. 50, c'est beaucoup plus que ce qu'on imaginait. C'est un moment historique, Ah on oui. est réunis Je l'avais déjà vu, t'inquiète. Tu l'as déjà vu? place de la Bastille, avec toute notre industrie, avec tous les gens qui font les jeux. C'est un bon moment et c'est très émouvant. Nous nous retrouvons aujourd'hui place de la Bastille à Paris avec le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui organise leur première mobilisation nationale afin de dénoncer leurs conditions de travail. Partons dès maintenant échanger avec ces travailleurs en colère. Ça fait vraiment plaisir. On voit qu'on est passé de petites sections syndicales dans des studios éparpillés à une forte mobilisation nationale. Ça montre la passion finalement des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo dans leur métier, qui comptent sauvegarder l'industrie française du jeu vidéo, qu'ils comptent se battre pour elle, qui comptent se battre pour leurs emplois, pour les emplois de leurs collègues et de leurs camarades. Parce que si demain le secteur se délocalise complètement, il n'y aura plus de travail de jeux vidéo en France. Il n'y aura plus cet emploi, n'existera plus. C'est important, j'ai vu même qu'il y avait une mobilisation à Lille. Donc, on nous recrute, on nous vire de manière assez machinale en fait. C'est-à-dire que quand une production se démarre, on va faire des grands recrutements. Quand une production se termine, on va avoir tendance à virer des gens. On pense qu'un certain nombre d'employés peuvent être remplaçables justement par l'intelligence artificielle qui ferait un métier semblable. Tout ça pour une réduction de coûts. Ce sera toujours plus simple pour eux en fait d'utiliser l'intelligence artificielle au besoin que de recruter et d'avoir potentiellement des employés qui pour eux sont des coûts à perte. L'exaspération est grande parce que les gens ont envie de bien faire. Les gens ont envie de développer des jeux dans de bonnes conditions, de satisfaire les gens qui vont y jouer. Quand tout ça n'est pas rendu possible, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Les gens vont déployer des efforts considérables pour contrebalancer de mauvaises conditions de production et très souvent au détriment de leur santé. Tout le monde s'était battu dans les différentes boîtes, les unes après les autres. C'était le chemin logique que d'organiser une grève générale et que tout le monde se batte le même jour, en même temps, tous ensemble. Depuis plus d'1 an et demi, à travers la crise, on subit des plans de licenciement, de la répression, du travail dissimulé. Donc ça suffit, tout simplement. Parce que ça, le patronat sait très bien le faire. Il a déployé des lobbying énormes pour s'octroyer la parole politique, et notamment la parole macroniste. Ça suffit, on peut plus se contenter de simples relais qui vont uniquement dans le sens des capitaux. En tout cas, nous à Ubisoft, on voit que la direction regarde les chiffres de combien de personnes font grève. Ils connaissent. Hein? Non? T'as coupé? Non. J'entends plus. T'entends plus? Non, bon, c'est pas grave. T'entends toujours Ouais. Ah, pardon. Ils connaissent les chiffres, ça les travaille quoi. Ils sont pas contents de cette situation non plus quoi. Ils aimeraient que les choses s'apaisent et effectivement que les gens retournent au travail quoi. Vos stickers toujours incroyables. J'aimerais beaucoup en avoir. J'en avais demandé la dernière fois à Vincent quand il est venu. Il m'a dit ouais, on t'en enverra, t'inquiète. Mais tant pis. On t'en enverra la prochaine fois. Non mais surtout je viendrai en manif avec vous et j'en prendrai directement là-bas. Ou passe au studio. Hein. Je t'en amène. Oui, bah le capitalisme quoi. C'est vrai. c'est la version courte. C'est vrai. Mais en fait, alors, de la même manière que le patronat dit que c'est une industrie jeune, le syndicalisme est aussi jeune.
C'est clair. Donc effectivement, c'est quand même la première. Là, c'était il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais, il y a C'était mi-février, c'était le 13 février. 13, ouais. la première grève générale dans le secteur, de l'histoire du secteur en France. Ah bah c'est sûr. Donc, C'est sûr, en gros, jusque-là, ce qu'on avait pu faire, c'était des mobilisations nationales en suivant l'intersyndicale sur les retraites, sur la réforme du chômage, ce genre de choses. Bon, évidemment, c'est pas du tout la même sauce, parce que faire une manif sur un projet de loi, sur voilà, bon, bah, c'est, on va dire, ton rôle de citoyen que tu exerces en faisant la grève. Et nous, c'est aussi une façon qu'on a eue d'amener les gens à ça, de leur dire, bah, regarde, en fait, c'est un droit dont tu peux te servir pour exprimer ton opinion, tu vois, pour faire valoir ta volonté politique. Et c'est important, parce qu'en fait, même si on est d'accord, bloquer le jeu vidéo pendant une journée, ça va pas faire reculer le gouvernement sur les retraites. C'est symboliquement, c'est fort ce que tu dis en venant, en montrant que tu es là, etc. Et donc, cette mobilisation-là, c'était un peu l'aboutissement de tout le taf qu'on a pu faire depuis maintenant quasiment 7 à 8 ans. C'est de dire, OK, là, on est en train de construire un truc. On voit bien que ces problèmes-là qu'on a décrits dans tellement de boîtes différentes juste avant, ils sont partout, ils sont systémiques. C'est pas le patron d'Ubisoft qui est idiot, même si peut-être qu'il l'est. C'est pas le patron de Nacon qui est stupide, mais peut-être qu'il l'est. Mais c'est plus large que ça. C'est qu'en fait, il y a une construction sociale et économique de cette industrie qui fait que aujourd'hui, on est en train d'aller dans le mur physiquement, moralement et économiquement. ouais. Oui, parce que ça, il y a un problème économique, Ouais. et qui se retrouve, bon, on va aussi un peu le développer là, qui se retrouve dans un problème social. Ouais. Et c'est aussi là-dessus que vous, j'ai l'impression, enfin le STJV, vous avez aussi réussi à faire votre trou dans de plus en plus de studios, aussi changer la vision du syndicalisme dans cette industrie, parce qu'il y a quand même 5 ans, c'était pas... Enfin, j'ai l'impression que les gens se méfient un peu plus de vous qu'autre chose, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vraiment... Il y a eu le moment des retraites, j'ai l'impression, où vraiment les salariés du jeu vidéo ont compris qu'ils étaient aussi des salariés comme les autres, et qu'ils avaient les mêmes problématiques que les autres, et ça a été bien. Et Solidaire Informatique aussi a fait beaucoup dans les boîtes informatiques, ça a été assez fort. Et là, il y a, du coup, ils commencent les salariés commencent à s'approprier vous, finalement, vous, les militants et les syndicats, pour commencer à apporter des revendications sociales, ce qui n'était pas trop le cas avant. Ouais, bah, je pense que tu as plusieurs choses. Hein. Tu as une espèce de logique qui existait avant, qui était le silence, être bien gentil, rester dans son coin, etc. Et donc tout ça, il a fallu briser ce mur-là. Et par exemple, quand on a fait des interventions en public, que ce soit en donnant des interviews, en allant en allant faire des communications, etc., un peu plus saillantes que ce qu'ils ont l'habitude de, c'est le moins qu'on puisse dire. Au début, il y a des gens qui avaient des reculs en disant ah, c'est violent, quand même, est-ce que tu peux vraiment dire ça et tout. Et moi, mon leitmotiv, ça a toujours été de dire aux gens, bah ouais, et d'ailleurs, regarde, je vais le faire. Et en fait, on y va. On leur montre, on leur dit, mais en fait, c'est un droit qu'on est en train d'exercer, quoi. C'est notre liberté d'expression, c'est notre liberté syndicale, c'est des libertés fondamentales. Que ton patron soit pas content, mais j'ai envie de dire, c'est son problème. C'est son problème. Et ça, c'est un truc que les gens n'avaient pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui ont, en général, fait des études assez longues. On est quasiment tous bac+5 ou plus dans cette industrie. C'est des gens qui, en plus... souvent soit viennent de familles aisées, pour la majorité assez large. C'était aussi dans le baromètre, si tu veux suivre Celui-là, avec le là, baromètre. Non, ça c'est les plans de licenciement. Ouais. C'est l'enquête que le STJV a fait publié en 2023, du coup, sur qui sont les travailleurs et les travailleuses. Ouais. En fait, c'est des études qui sont extrêmement majoritairement privé, donc cher. Tu peux te retrouver à 8 à 10 000. Complet, 25 000. Ouais. C'est ça, et ça a dû augmenter depuis encore, parce que voilà, ça l'inflation, t'inquiète qu'il l'applique. Et donc, voilà, tu vois, 61% au moins ont un diplôme bac+5.
Qu'est-ce que j'avais en tête? Enfin voilà, c'est des études chères, c'est Plus des d'un gens tiers qui sont mettent. endettés. Voilà. Tout ça, ça fait que on voit bien qu'en fait, c'est des gens qui sont assez tributaires de leur taf et donc qui vont avoir peur de se le mettre à dos et c'est normal. Et donc nous, notre job, c'est de dire aux gens, non, non, mais en fait, ok, tu as un contrat de travail, le contrat de travail, il n'implique pas que tu as signé une loyauté dans le sang. Et ça, c'est super important parce que pour un tas de gens, c'était inaudible, impensable. Et ils se disaient, non, mais le syndicalisme, c'est quand tu es Martinez sur un piquet de grève à la SNCF, et c'est juste ça. Ouais. Mais c'est normal, parce que ça, c'est une image que les médias mainstream ont donné du syndicalisme pendant 40 ans quoi, en France. Donc nous, on arrive, on doit débunker ça. Et c'était une des raisons pour lesquelles le STJV s'est constitué aussi indépendamment, hein, c'était de dire, ok, les gens, en fait, sont tellement matrixés, il faut qu'on leur montre que c'est nous, c'est pareil. En fait, on est comme vous, on est des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, on n'est pas externe, on ne vient pas vous imposer un truc, on est comme vous, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes, on fait les mêmes constats et on veut bosser pour arriver à quelque chose de mieux. Et puis il fallait attendre aussi un espèce de masse de syndiqués pour que ça fonctionne, parce que quelque chose que les travailleurs et les travailleuses du jeu vidéo me disent souvent quand j'essaye de les faire témoigner, c'est que mais l'industrie est petite, tout le monde se connaît, et en plus les patrons, eux, sont organisés depuis longtemps, donc Bien en sûr. fait on peut être facilement blacklisté dans l'industrie, et du coup il y a vraiment cette peur. Donc il a fallu aussi que vous, syndicats, vous atteigniez cette masse un peu critique pour pouvoir... On a clairement casser dû cette peur, aller quoi. à l'encontre même de cette logique de la blacklist, parce que en pratique, ça c'est un truc qui est un mythe très utile aux patrons, mais qui est pas si vrai que ça. Parce que déjà c'est illégal, Oui. mais ça n'empêche pas de le faire, hein, comme beaucoup de choses. Oui. Mais en pratique, en fait, certes ils sont organisés, mais ils sont organisés par le haut, ils sont organisés par les gros. Donc quand un petit patron dit ouais, si tu fais ça, machin, je te blacklist, plus personne veut de toi. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire ça, à qui j'ai dit mais c'est du bullshit, le mec il n'existe pas, parce que ils ont beau s'organiser, ils sont pas potes, hein. Et ce mec là il ne pèse rien, donc il va aller voir les autres et leur dire ouais, il y a machin qui a fait ceci, cela. Les autres en ont rien à faire, c'est faux. Et ça c'est un truc, effectivement, il faut arriver à le démonter, mais la meilleure façon de le faire, tu le dis bien, c'est de dire, mais on est une masse critique, ils vont rien faire. Et ça, on l'a montré parce qu'on a fait des grèves de plus en plus conséquentes, etc. Et que là, on a pu dire aux gens, on va y aller et tu seras pas seul. Et ça, c'est sûr, de toute façon, pour faire une grève, où que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, il faut qu'on arrive à dire aux gens, non mais on va y aller, on va être en force, on va avoir la force du collectif. Et si on est 300, 400, 500, et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont virer 500 personnes pour avoir fait grève? Jamais. Et ça, je pense que on peut faire un callback à la première très grosse grève du jeu vidéo chez Eugène, avec le STJV, où effectivement, à la fin de la grève, ils ont viré des grévistes. Parce que les mecs étaient complètement starbes et qu'ils avaient cette sensation de pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire dégommer en justice, et j'espère que ça continuera comme ça et qu'ils se feront humilier jusqu'au bout. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, autant il y a 8 ans, des patrons voyous pouvaient encore croire qu'ils avaient le droit de faire ça, parce que mais qui allait les chercher, quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est fini, quoi. Aujourd'hui, la peur a changé de camp quelque part, et ça, c'est super important, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire aux gens, bah viens, t'as peur de quoi? Ouais, c'est vrai. Et alors c'est fini, mais on voit aussi qu'encore, ne serait-ce que chez Ubi, il y a encore, par exemple, ils ont... c'est Ansel qu'ils ont réhabilité récemment, malgré ses Consultant. affaires de... Ouais, consultant. Ouais, le procès pour harcèlement... Peut-être vous pouvez un peu rappeler qui c'est, c'est quoi l'affaire et tout ça. Tu vas? Ouais, donc Michel Ancel, c'est quelqu'un qui est un designer, qui était là très très tôt chez Ubisoft, hein, quasiment dès le début, et qui est très associé notamment à la personne de Rayman, qui est un des... C'est un peu l'incarnation du créateur, voilà. un peu...
C'est quand je parlais des créas versus Ouais. patrons, avant finalement Ansel c'est un de ces créas français, on en a d'autres qui à mon sens ont été moins horribles par après, mais voilà. C'est aussi celui qui était le directeur créatif sur le premier BGE, Beyond Good and Evil, qui était peut-être pas le plus gros succès du monde, mais a un certain succès d'estime, enfin voilà, Tout à fait. qui a beaucoup de prestige. Et c'est bien la preuve, pour ça qu'on fait un 2, Essaye. qui a été en charge du côté créa de BGE2 pendant longtemps, avec des choses compliquées. Il avait son propre studio à côté, donc il faisait moite-moite. Alors il disait qu'il donnait à Ubisoft les meilleures heures de sa journée parce qu'il leur donnait le matin. Bon, pourquoi pas non, mais il est sûrement matinal, j'en sais rien, mais c'est bon. La formulation m'a toujours paru un peu étrange, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est aussi quelqu'un qui, je pense, n'a jamais fait le pas du développement moderne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a commencé à développer il y a très longtemps et qui n'a jamais compris qu'il est passé de petites équipes de 30, 40 personnes, peut-être un peu plus, où c'est très informel, tu croises les gens, voilà, tu as des allers-retours très rapidement, etc. Non, mais BGE, c'est 300 personnes, plus d'autres studios, tu vois. Et qu'en fait, quand tu es là-dessus, tu peux plus changer d'avis le matin et dire, ouais, non, en fait, tu es sur une chaîne de prod, là, c'est fini. Si tu changes d'avis, faut avoir une bonne idée, faut faire un plan, enfin voilà, faut réfléchir. Et ça, à mon sens, de ce que m'ont dit les camarades, c'était vraiment source de souffrance pour beaucoup de gens. En plus, visiblement, il avait un management un peu agressif. Ouais, mais ça, c'est... Des plaintes pour harcèlement. Quand tu sais pas faire du management, qu'on te met manager alors que, clairement, c'est pas ce qui t'intéresse, hein, je veux dire, ça, voilà. Ouais. Et que derrière, en plus, je pense, au boulot, forcément, c'est pas forcément simple parce que tu arrives avec tes idées, etc., et tu as l'impression de te prendre un mur avec des gens qui disent, bah non, mais monsieur, c'est pas comme ça qu'on produit des jeux aujourd'hui. Moi, je vois très bien comment ça peut déraper. Et donc, effectivement, quand il y a eu des témoignages sur lui à l'été 2020, il a donné une défense absolument dantesque à Libé, voilà, un entretien qui me donnait envie de me taper la tête contre le mur. Il est parti en bons amis, en se tapant les mains sur la cuisse avec les guillemots, pour aller faire un refuge pour renards, là, ou je ne sais pas quoi. Trop souriant. Il postait des photos sur son Instagram. C'est très bien, c'est très bien les renards. Mais très bien, tu vois, mais moi, ce que je disais aux gens, hein, dans l'absolu, c'est cool. Après, les gens qu'il a cassé en deux, peut-être que ce serait bien d'avoir une pensée pour eux, mais bon, voilà. Et là, effectivement, il y a quelques mois, a fuité l'info qu'il revenait en tant que consultant sur un remake de Rayman. Bon. Ce qui est perturbant, c'est quand même aussi que c'est un moment où Ubi avait promis qu'ils allaient changer, parce que là, c'est un petit cas par rapport à l'ensemble qui se passait du harcèlement sexuel, moral, qui se passait au niveau de la direction créative, où là, c'était quand même puis à la tête d'autres studios, que ce soit à Singapour, au Canada. Ouais. Enfin, là, c'était quand même quelque chose. Il y a des accusations de viol. Bon, il y a un procès qui va pas... Qui est en cours, là. Qui est en cours. Qui commence cette semaine. C'est ça, hein. Ouais. Bah, si tu as des dates prévues, d'ailleurs, je précise. Je t'en reparle. Mais oui, c'est en cours. Je peux te mettre en contact avec notre avocate, même. Mais oui, il y a un procès de gens qui ont été accusés de harcèlement moral et sexuel. Une grosse enquête chez nos confrères de Libé. Ouais. Qui a lancé tout ça. En fait, des témoignages qui sortent un peu sur les réseaux sociaux, etc. Donc la logique MeToo, des gens qui commencent un peu à balancer ici et là. Et puis après, effectivement, un vrai travail journalistique de plein de rédacs pour aller un peu exhumer ça et pas juste dire, bon, il y a des posts réseaux sociaux, mais voilà, c'est étayé. Ces accusations-là, elles sont solides. Après, la justice fait son travail. Après, ce qui est frustrant aujourd'hui, ce sont des gens qui sont accusés. Hein, c'est 3 accusés. Pas le système, ouais. Ça, c'est pas l'entreprise. Ouais. Et ça, c'est compliqué, hein, parce que prouver la faute de l'entreprise, c'est pas magique. Mais il y a un truc de fond. Donc, effectivement, Ubisoft ont fait, on va dire, opération main blanche. Ils ont viré quelques personnes qui étaient vraiment beaucoup trop visibles là-dessus. Ils en ont mis certains au placard de 2 ans, histoire de dire vas-y, respire un peu et puis tu reviendras quand la tempête sera passée. Mais derrière, effectivement, ça pose la question. Donc, après, sur Ansel, par exemple, hein, pour être très franc, là, leur position, c'est de dire il est consultant, il ne sera pas en phase avec les gens, etc.
J'ai envie de dire, le problème, c'est pas tellement est-ce que lui, il est là ou pas. Sa personne ne m'intéresse pas. Moi, j'ai pas d'animosité envers cette personne-là. Moi, j'ai pas été sa victime déjà, donc en fait, je suis pas concerné. C'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse pas de mal aux gens déjà. Donc, si est-ce qu'on a mis en place ce qu'il faut pour ça. Et la deuxième question, évidemment, c'est de dire est-ce qu'on a besoin de lui et est-ce qu'on a besoin de tous les efforts qu'on va devoir mettre en place juste pour qu'il fasse pas de mal aux gens. Ou est-ce qu'on peut juste faire un jeu sans lui? Parce qu'en fait, on en a fait plein sans lui qui ont marché et on n'a peut-être pas besoin de lui. Et surtout si c'est pour faire un remake de Rayman, on a déjà l'original comme base. Donc ça, pour moi, ça c'est des questions intéressantes parce que, encore une fois, je parlais d'inadaptation, entre guillemets, enfin je veux pas l'appeler un dinosaure non plus, faut pas déconner, mais moi je pense qu'il y avait ce côté où... en fait, le fait que personne ait été capable de lui dire, ou en tout cas qu'il n'ait pas été capable de l'entendre, mais en fait, tu fonctionnes plus comme le jeu vidéo est fait aujourd'hui, ça, c'était une faute de l'entreprise et qui a fait du mal à tout le monde. Et ça, c'est pas normal. Des équipes de 20 personnes avec des technologies qu'on peut bouger facilement. Et ça, c'est là où il faut descendre les génies de leurs piédestaux et dire, en fait, c'est très bien que tu aies fait un super jeu il y a 30 ans, mais en fait, aujourd'hui, on fait un jeu en 2025. Et si tu n'es pas capable de rentrer dans un process de prod moderne, ben c'est con. Mais en fait, je sais pas, t'as qu'à faire des concept art, nous écrire des bibles de lore et tout, c'est très bien. Hein, mais tu peux pas être dans la prod, c'est pas possible. Parce que sinon, non seulement la prod va être en vrac à cause de toi, donc déjà, juste économiquement, c'est stupide, mais socialement, tu vas mettre les gens dans le mal. Et ça, c'est inacceptable. Ouais. Je lis juste ce petit message, solidarité avec vous, camarades de France. Ici en Belgique, on n'est pas aussi structuré autant que vous pour le jeu vidéo, mais on tente aussi de s'organiser, on a communiqué pour vous soutenir, et cela pousse déjà à pas mal de discussions parmi les nôtres. Voilà, merci beaucoup du soutien. Plaisir, j'imagine. Et puis pareil, hein, n'hésitez pas à nous faire signe si jamais vous voulez qu'on fasse des choses ensemble. Hein. Sur le 13 février, on avait des camarades en Espagne et en Italie qui nous ont soutenus dans la grève et qui ont fait grève aussi, donc peut-être plus bientôt. Mais il y a un gros studio belge là, les Divinity. Larian. Et il y a d'autres studios. À ma connaissance, il n'y a pas aussi gros que Larian. C'est gros, Larian. Larian, c'est assez gros. Après, Larian, qu'est-ce qu'ils ont fait, Larian? J'avoue que j'ai pas. Tous les Divinity 3. C'est les Baldur's Gate 3 et les Divinity avant. Oui. Enfin, toute la série des Divinity. Ok. Ah oui, effectivement, gros studio. Voilà. Donc, un studio qui a beaucoup grossi, qui s'est étendu, qui a maintenant, je crois qu'ils ont un studio à Montréal et en Irlande, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, écoute, avec plaisir. On se revoit bientôt. Ouais. Oui, alors enfin voilà, moi je pointais en salle aussi, c'était pour un peu le côté enfin voilà, il y a des résistances au changement quand même dans l'industrie du côté patronal. Du coup, si on reprend un peu les revendications derrière quand même cette journée de mobilisation qui a eu le 13 février, il y a quoi? Il y a un problème de salaire. Ouais, parce que là, on peut en dire des choses sur les salaires dans le jeu vidéo. Je voyais des gens en parler dans le chat qui demandaient des comparaisons. Si on est dev ailleurs que dans le jeu vidéo, est-ce qu'on gagne plus? Globalement, je crois que la réponse est oui. Un programmeur, c'est sûr. C'est-à-dire que programmeur, en moyenne, tu fais facilement plus 30 à 50% si tu quittes le jeu vidéo. Si tu vas dans la finance, tu peux même faire encore plus. Hein. Moi, j'ai une camarade qui est partie de la finance et qui dit j'y serais resté, je toucherais quasiment 2,5 fois mon salaire, quoi. Donc c'est clair. Sur les autres métiers, c'est un peu plus compliqué parce que tu n'as pas, t'as pas un marché qui est aussi comparable. Mais de manière générale, tu regardes avec nos niveaux de diplôme ce qu'on touche. C'est sûr qu'en fait, on est en dessous de la moyenne des gens à diplôme équivalent en France. Moi, quand je suis venu dans le jeu vidéo, j'ai pris moins 25% sur mon salaire, direct. Et pourtant, ils avaient peur, ils avaient vu un gros diplôme et ils m'ont donné le haut de la fourchette. Ouais. Donc tu dis, à la vache, quoi. Et ça, en plus, ça crée une espèce d'inégalité à l'intérieur des studios. C'est-à-dire que du coup, les développeurs, ils sont pas dans le même rapport de force que les salariés qui sont aussi Bac+5, mais qui se retrouvent dans le game design ou dans des métiers justement qui n'existent que dans le jeu vidéo. Où là, ils peuvent pas se reconvertir comme ça, quoi. C'est clair. Et du coup, je crois que dans le baromètre, Théo, je crois qu'il y a des sur la fin, il y a des échelles un peu de salaire. On voit bien comment les devs ils sont. Je crois que c'est après. Je crois que c'est vraiment sur la fin, ouais. Ouais, salaire.
Voilà, donc programmeur, là, bon, alors c'est pas pour autant que c'est fabuleux. Après, il faut voir au niveau des nombres de réponses, tu vois, mais alors, juste quand même, j'attire l'attention du public sur le fait qu'il y a un certain nombre de ces salaires qui étaient en dessous du SMIC, même en 2022. C'est vrai. Voilà, ça, c'est pour dire le grand respect de la... Pour des programmeurs, ouais. Le grand respect du droit du travail dans cette industrie. Bravo Levo. Donc en dessous du SMIC, hein, même pas des minima Syntec qui sont déjà pas fameux. Donc bon, voilà. Après, effectivement, il y a des grosses disparités. Bah, moi, je trouve le truc le plus marquant, par exemple, quand tu vois ça, c'est de dire le plus haut salaire qui est déclaré, c'est pas toujours celui qui a le plus d'ancienneté. Ouais. Et de loin pas. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, chez les programmeurs gameplay, 10 à 15 ans, le maximum, c'est 6 000 €, alors que plus de 20 ans d'ancienneté, 3 860. Alors évidemment, tu as une question de sample size, hein, parce que des programmeurs de plus de 20 ans d'ancienneté, vu comment on fait partir les gens de cette industrie, t'en trouves pas des milliers. Il y a que deux répondants, de toute façon. Voilà. Mais ce qui est quand même super intéressant, c'est ça. Et en fait, ça, on le voit à plein d'endroits, c'est que effectivement, c'est plein de copinage, c'est plein d'individualisation des cas qui fait qu'en fait, déjà, on n'est pas super bien payé, et en plus, tu dois aller gratter ta petite croquette en plus pour pas être trop ridicule, quoi. Tout à fait. Et en dessous, du coup, tu as genre les testeurs, parce que ça, c'est quand même super intéressant. Quand on voit le niveau des salaires à côté chez les testeurs qualité, par exemple, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, voilà, on voit le minimum, ils sont tous collés au SMIC ou en dessous, quoi. C'est ça. Ça, effectivement, tu le dis, c'est une question de chantage à l'emploi. Hein. C'est qu'en fait, quand tu es QA tester, encore QA tester, tu peux dire je pourrais retrouver du QA testing dans le logiciel en dehors du jeu vidéo. Donc c'est un métier juste qui, en gros, on teste le produit pour débusquer tous les bugs, tous les problèmes. En fait, même en QA, on recrute des gens avec des bacs plus 5 parce que mine de rien, il faut comprendre en fait ce qui fait qu'un jeu fonctionne, il faut comprendre ce qu'on peut dire sur un bug, comment on peut aider les gens à le reproduire, etc. C'est un métier qui demande beaucoup de précision, qui demande beaucoup de taf, qui n'est pas du tout poser le cul dans un fauteuil, je joue à un jeu vidéo toute la journée. Et il y a plein de gens qui veulent faire du game design ou des métiers aussi spécifiques du jeu vidéo qui commencent en testeur qualité parce que c'est une porte d'entrée dans l'industrie, quoi. Donc oui, tout à fait. Et parce que de toute façon, ils trouvent que ça. C'est aussi ça. Hein. Enfin, c'est pas, je dénigre pas le métier, de loin de là, mais malheureusement, c'est un peu ce qui se passe. Et c'est pas bon pour la compétence et la motivation des gens. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on voit une grosse diff entre des gens qui sont dans la programmation et des gens qui sont dans d'autres métiers, de manière générale. Ça, on le voit dans les studios. Cette différence-là, elle se fait parce que c'est plus difficile de négocier ton salaire quand on te dit dès comme toi il y en a 150 000, à tort ou à raison, hein, mais voilà, t'as pas d'autre alternative, donc voilà, de toute façon ce salaire-là, t'auras pas mieux ailleurs. Là où effectivement les programmeurs peuvent quand même dire, voilà, moi si vous voulez pas de moi, je retourne chez BNP, voilà, ce sera peut-être pas le taf de ma vie, mais ça payera bien. C'est pas le même rapport non plus à l'intelligence artificielle. On en avait discuté à la fête de l'UMA avec deux copains de Dontnod. Et voilà, le côté programmation moteur, il était quand même beaucoup plus serein que la conceptuelle artiste qui se disait ils ont beaucoup plus envie que de me remplacer que. Forcément, il y a un côté aussi, tu vois, je veux dire, c'est presque un côté de classe. Hein. C'est qu'en gros, dans l'idée des patrons, les programmeurs, c'est quand même un peu au-dessus, tu vois. C'est des gens comme un peu comme eux, tu vois, même si pas vraiment, mais un peu. Là où, bon, les artistes, voilà, c'est des grouillots. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, l'IA, je vais remplacer mes grouillots, quoi. Après, ça montre bien, encore une fois, toute la méconnaissance de l'industrie, quoi. Parce qu'en fait, l'IA, je dis pas que ça n'a aucun usage, mais juste dire, je vais remplacer mes concept artistes par de l'IA, c'est complètement rater le fait que le taf des concept artistes, c'est pas juste de dessiner des trucs, c'est de prendre les idées que les gens ont, de prendre des choses et de faire des propals pour les projeter, pour les aider à se lancer là-dedans. C'est un taf qui est ultra technique, qui est ultra intéressant et qui est crucial quand on fait nos prods parce que ça nous permet d'avoir une vision commune. Et ça, ok, tu peux dire à une IA, génère-moi une vision, et puis avec un peu de chance, sur 100 000 générations, il y en aura une qui sera bonne, mais est-ce que tu es vraiment en train de gagner du temps à faire ça?
Ça, bon, voilà, ça c'est de toute façon c'est la course en avant, voilà, malheureusement. Mais de manière générale, c'est sûr, il y a une précarisation des métiers hors programmation qui est plus forte. Et nous, c'est un truc qu'on veut porter en permanence au sein du syndicat. Et je pense qu'à l'UMA, ils avaient dû t'en parler aussi, les camarades de Dontnod. Hein. C'est pas parce que certains métiers sont plus favorisés qu'ils doivent vivre dans leur tour d'ivoire. Et donc, nous, on veut vraiment une unité des métiers du jeu vidéo ensemble pour qu'on se serre les coudes et qu'en fait, surtout, ça ne devienne pas je garde mes petits privilèges à ton détriment, en sachant que ça, pour nous, c'est une course vers le fond. Parce que tu dis ça aujourd'hui, et puis demain, Copilot codera à ta place, et puis tu auras l'air d'un abruti. Et Copilot fera autant de la merde à ta place que Midjourney fait de la merde en concept art. Mais en attendant, vous avez tous les deux perdu votre job, et on a tous perdu quelque chose. Ouais, tout à fait. Il nous reste 3, 4, 5 minutes pour déborder. D'accord. Donc, Vous avez peut-être parlé quand même à un truc spécifique en termes de conditions de travail, c'est le crunch qui existe dans le jeu vidéo. C'est donc des périodes de travail normalement avant la sortie d'un projet. Enfin, c'est pas normal, c'est complètement pas normal comme fonctionnement. Mais on va dire classiquement, c'est restreint à juste avant une période de travail intensive avant la sortie d'un jeu. Sauf qu'effectivement, il y a des studios qui ont un peu institutionnalisé ça. Et puis de toute façon, c'est pas très compatible avec le droit du travail. Alors ça en est où, ça, de la persistance de ces... Je pense qu'en France, il y a deux choses. L'industrie, elle est trop visible, elle est trop exposée aujourd'hui pour vraiment aller dans les pires trucs que tu peux voir. Enfin, moi, j'ai pas eu de retour de trucs comme Rockstar où les gens où les chefs de la boîte se gargarisaient de faire des semaines de 100 heures comme si c'était ça qui faisait la qualité du jeu. Ok, on va dire, on est quand même dans un pays où la législation sociale est assez claire sur le sujet et où normalement il y a quand même encore quelques trucs qui font que ça, l'inspection du travail devrait pas trop osciller sur ce genre de choses, tant qu'on l'a pas encore complètement démonté. Mais par contre, derrière, nous, on insiste beaucoup sur on va dire le deuxième volet du crunch, qui est plutôt le côté insidieux. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va te dire, bon allez Coco, tout le monde fait des semaines de 100 heures, on y va, c'est on va te donner 72 heures de boulot, mais une semaine. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es super efficace et qu'en une heure tu fais le travail de deux et qu'en 36 heures tu as fait 72 heures de travail? Cool, tant mieux pour toi, mais mentalement, tu as peut-être pas mal gambergé. Ou alors, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça s'accumule. On est obligé de laisser le retard s'accumuler parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et en fait, ça devient beaucoup de charge mentale, de choses que tu fais en parallèle, de choses que tu dois garder dans un fond de ton esprit en disant dès que j'ai 10 minutes, je reprends ça, etc. Et en gros, c'est beaucoup d'accumulation de tensions sourdes qui fait que derrière, physiquement et mentalement, tu es à bout. Et c'est ça, une des sources de burn-out pour moi dans le jeu vidéo. C'est plus tellement là j'ai fait 3 mois à 2000%, j'en peux plus, je suis KO. C'est vraiment le côté, je suis tout le temps à la bourre, j'ai jamais le temps de sortir la tête de la flotte. Et du coup, il y a un moment où juste mentalement, tu craques parce que tu dis, ouais, c'est fini, je vois plus quoi. Et ouais. Peut-être, ce serait peut-être pas mal de revenir sur le télétravail, parce que j'ai vu que dans le chat, ça posait la question. En plus, donc, on avait reçu justement, c'était à cette occasion-là, on avait reçu Vincent et Marc à ces 3 jours de grève pour ces 3 jours de télétravail, de présentiel imposé, pardon. Oui, vas-y. Donc, c'était en octobre, je crois. C'est ça. Et donc Ubisoft imposait 3 jours de présentiel à tous ses salariés. Et donc vous aviez fait 3 jours de grève pour dénoncer ça. Si ça vous intéresse, le chat, vous pouvez retrouver le replay de cette émission qu'on avait fait avec donc Marc Rutschley de Solidaire Informatique et Vincent Cambédouzou du STJV. Mais donc ça en est où 4 mois, 5 mois après? Ça en est que on est en négociation. Ils ont quand même compris que annoncer un truc c'était bien, négocier avec les syndicats c'était mieux, quoi, en France. C'est compliqué. La direction est très dogmatique. La direction d'Ubisoft, de manière générale, est toujours très dogmatique sur beaucoup de choses. Et donc, ça prend beaucoup d'efforts et de prise de tête pour arriver à les faire reculer là-dessus. Nous, notre position, c'est toujours la même. C'est de dire, il y a des gens qui ont organisé leur vie en fonction de ça. Vous les avez encouragés à faire ça. Vous les avez poussés à faire ça. Vous les avez laissés faire ça. Donc maintenant, vous devez leur garantir que ça ne va pas changer du jour au lendemain et que ça ne va pas être un retournement de situation. C'est juste pas possible, en fait. Et après, la deuxième chose, c'est
derrière, le fond du problème, il est toujours le même. C'est vous nous dites qu'il faut faire ça parce que, mais vous dites pas pourquoi. Vous dites il faut le faire. Bah, c'est très bien, mais en fait, nous, on voudrait comprendre qu'est-ce qui fait que. Et ça c'est toujours le problème avec Ubisoft, c'est qu'on n'a toujours pas d'argumentation. On nous dit juste voilà comment on va faire. Donc ça c'est ça qui est épuisant. C'est qu'en fait, ça fait, comme tu dis, plus de 6 mois qu'on a eu cette annonce et on n'a toujours pas une justification. Leur foire aux questions internes sur le sujet admettait même qu'il n'y avait pas de preuve particulière que c'était mauvais pour la productivité ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment genre, voilà, c'est comme ça. Est-ce que du coup, il était aussi question de faire déménager le studio de Montreuil dans le siège de Saint-Mandé? Et avec des problèmes de place qui allaient se poser, du coup. Alors ça, oui, ça c'est le summum du truc, c'est qu'effectivement ils font ils veulent optimiser leur empreinte immobilière, grand bien leur face. Mais effectivement, quand on dit bah oui, mais là si vous remontez tout le monde, ça marche plus, ça rentre pas, les chiffres sont pas bons. Et là ils nous disent oui, d'accord. Donc ça c'est symptomatique de la façon dont ils opèrent, hein, c'est clair. Est-ce que c'est du coup c'est une manière de faire démissionner des gens? Parce que effectivement au début de la conversation on parlait du nombre de licenciements qu'il y a, mais chez Ubi il y a pas eu beaucoup de licenciements, il y a de l'attrition naturelle comme ils disent, c'est-à-dire faire pousser les gens vers la sortie. Est-ce que du coup c'est une volonté, enfin enlever un acquis social comme ça qui est assez fondamental vu que plus de 90% des salariés l'utilisent chez Ubi, est-ce que c'est pas une manière de pousser des gens vers la sortie? C'est sûr. Alors, eux s'en défendent à grands cris, évidemment, parce que sinon, ce serait un plan social déguisé. Oui. Donc, voilà. De leur côté, effectivement, quand ils ont fait ça, bon, il y a sûrement le côté on va épurer quelques personnes. Nous, on a clairement dit aux gens qu'il était hors de question que les gens partent sans rien. Et qu'en fait, s'ils allaient jusque-là, il faudrait qu'on fasse une procédure en justice et qu'on verrait bien ce qu'on en retirerait. Mais je pense qu'effectivement, de manière générale, il y a ce petit calcul-là, mais il y a vraiment un truc dogmatique. C'est-à-dire que depuis des années, on entendait un peu régulièrement à la direction des gens qui nous disaient « Oui, mais le télétravail… » Enfin, vraiment, dès qu'il y avait un souci, c'était le télétravail. Tu avais l'impression que si quelqu'un avait cassé son bureau, c'était la faute du télétravail. Enfin, bon, vraiment n'importe quoi. Et tu dis « Mais d'accord, mais vous avez des études, vous avez réfléchi, vous avez des chiffres, vous avez suivi quelque chose. Enfin, j'en sais rien, moi. Montrez-moi qu'un projet marche mal parce qu'il est au télétravail. Expliquez-moi, donnez-moi, même circonstanciel. Hein, je vous demande pas une étude scientifique parfaitement rigoureuse, mais donnez-moi quelque chose, quoi. Et le télétravail, un PB, exactement. Non, mais c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment, t'avais l'impression qu'il y avait Nathalie Saint-Cric avec son petit papier, quoi. Et c'est là où tu dis, mais en fait, vous êtes pas sérieux. Et moi, je trouve il y a beaucoup de gens aussi quand on a eu ces discussions là-dessus. Vraiment, ça leur a fait tiquer en mode, mais c'est pas possible, mais ils sont pas sérieux, c'est pas ça le problème de la boîte aujourd'hui, quoi. Enfin, il y a 2 ans, quand on commence à nous gonfler là-dessus, c'était là genre, mais en fait, le problème c'est qu'on vend pas nos jeux, donc est-ce qu'on peut parler de ça plutôt que de revenir sur le télétravail, s'il vous plaît?